Ben, bon, ça va, vous me connaissez tous à peu près. Je m'appelle Nine, certains me connaissent, d'autres me découvriront ce soir. Mais ce qui nous rassemble ici, pardon, c'est un chat. Pas n'importe lequel, hein. C'est le Maine Coon, une légende. C'est carrément une légende, ce chat. C'est une race qui est née de la nature, qui a été sculptée par le climat. Ça, on l'a déjà vu dans l'histoire du Maine Coon. Il est taillé pour survivre, mais au fil du temps, ce chat rustique est devenu, il est devenu un standard en 1969, puis un idéal, hein, celui que tout le monde, celui que que les éleveurs ou que les adoptants rêvent d'avoir. Et puis parfois, depuis quelques années, pas très longtemps, hein, en fait, au final, il est en train de devenir une caricature de lui-même. Alors ce soir, je vais pas faire de procès à qui que ce soit, hein, loin de là. Je vais pas faire de règlement de compte, non plus. Moi, je connais quasiment personne, donc voilà, ça c'est dit. Enfin, je connais des noms, mais je les connais pas personnellement. On va observer ce chat, on va écouter aussi ce chat, on va essayer de comprendre, on va plonger dans 130 ans d'évolution du Maine Coon. On va passer du naturel à l'excès, de la légende à l'hypertype, et surtout, on va voir comment le pédigré raconte cette histoire bien avant que le look ne le trahisse. Alors, on va commencer. En fait, on part de ça, hein. On part de ce chat rustique sur votre gauche, au chat qu'on voit à l'heure actuelle. Et on va commencer par le commencement, hein. Oui, c'est un alors je réponds, comme je fais des replays, je vais lire vos phrases avant de répondre maintenant parce que je me suis aperçue que sur les replays, des fois, ça peut paraître un petit peu bizarre. Donc oui, c'est un chat de fou en termes de look, il est royal, je suis tout à fait d'accord et c'est magnifique. C'est un très beau chat et c'est surtout un très beau caractère. Ça, on l'oublie parfois, hein, le Maine Coon, c'est un caractère exceptionnel. Ça aussi, il faut le et Valérie en parle dans ses petits posts et elle a bien raison parce que je trouve que pas assez d'éleveurs font attention à ça. Le Maine Coon, avant d'être un magnifique chat royal, très altier, très beau, c'est surtout un caractère extraordinaire. Donc on part en 1895, c'est le début des expositions et c'est surtout la première fois qu'un Maine Coon gagne une exposition et c'est Cozy que vous avez ici en photo. Donc on est en 1895, on est à New York, au Madison Square Garden. C'est une exposition féline qui est historique. Et le tout premier Maine Coon a été primé. Il s'appelle Cozy, ou elle s'appelle, je crois que c'est une fille, hein. J'arrive jamais à me rappeler. Elle s'appelle Cozy. À cette époque, il n'y avait pas de standard, hein, puisque le Maine Coon n'existait pas en tant que race. Il n'y avait pas de juge TICA non plus. Il n'y avait pas de lignée marketing, loin de là. On n'avait pas, vous pouvez bien le voir, alors c'est vrai que la photo, on voit pas trop. Alors j'ai essayé de la faire refaire par une IA parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu floue. Donc on voit très bien que ce chat-là n'a pas des oreilles qui montent jusqu'au sommet des buildings. Vous savez que les oreilles, c'est ma grande passion. Euh, Il y a juste un chat. C'est un chat, c'est un Maine Coon. Il est fonctionnel, il est rustique, il est équilibré. C'est un chat de ferme. Et c'est là où c'est exceptionnel qu'il gagne cette exposition parce que ce n'est pas un chat de race, d'une. C'est un chat qui est hors concours. C'est un chat de ferme. N'oublions pas que le Maine Coon est un chat de ferme. Et il rafle quand même le troisième prix. Il est médaille d'argent. Alors, imaginez-vous aujourd'hui, en fait, hein, je vous l'ai mis, aujourd'hui, si on ramenait ce chat en concours, il gagnerait rien du tout. Tous les exposants rigoleraient dessus. Et pourtant, imaginez-vous, à cette époque-là, cette dame arrive avec son chat, qui est un chat de ferme, le présente et il rafle le troisième prix. C'est une espèce de déflagration dans le milieu du chat à cette époque-là. Et en fait, ça fait de Cozy une légende au niveau du Maine Coon, en fait. Sans Cozy, personne ne se serait battu pour le Maine Coon. Donc il faut bien, voilà, Cozy, c'est vraiment le chat à connaître quand on élève du Maine Coon. Ce que je vous montre là, c'est quand même une photo, la première photo, elle est assez rare, hein, parce que oui, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est le premier Maine Coon à sortir. C'est le premier chat qui gagne un prix.
et il est fonctionnel, rustique et naturel. Et on part de là. Le Maine Coon, on va partir de ce chat-là à partir de maintenant. Et qu'est-ce qui a fait évoluer le Maine Coon à ce qu'on arrive aujourd'hui? C'est les standards, tout simplement. Alors là, vous avez le premier standard du MCBFA. Je vous l'ai déjà montré, je ne sais pas combien de fois, mais je vous le remontre. Il a été écrit en 1969 par les 5 éleveuses qui ont relancé le Maine Coon. 1968, pardon. Alors c'est décembre 1968. Donc voilà, on n'est pas loin non plus de 1969. L'objectif, en fait, c'était de sauvegarder et promouvoir, protéger le Maine Coon, considéré à l'époque comme un chat de ferme, mais pas comme une race. En fait, elle voulait vraiment promouvoir ce chat comme une race. C'est le premier standard officiel du Maine Coon. Et ce standard décrit un chat, ce qu'on appellera nous aujourd'hui ancien type. Il va décrire un Maine Coon qui est grosso modo ce que nous on appelle à l'heure actuelle des anciens types. On met l'accent sur un chat qui doit être rustique, équilibré et qui doit être naturel physiquement. Le standard du MCBFA, c'est ça. Alors aujourd'hui, l'association du MCBFA existe, mais elle a plus vocation à faire des choses historiques ou c'est une association qui n'a plus vraiment d'impact sur le standard du Maine Coon à l'heure actuelle. C'est l'ATICA qui a repris complètement le relais. D'ailleurs, on va passer au standard de l'ATICA. Alors l'ATICA, ce qui a noté, le voici. Donc c'est une association internationale, mais qui est basée aux États-Unis. Elle a été créée en 1979. Elle a créé le standard du Maine Coon en 1979. Alors elle cherche à promouvoir une approche globale de l'élevage félin, ouverte à de nombreuses races dans de nombreux pays. Elle est présente un petit peu partout. C'est pas vraiment une association américaine. Vous pouvez travailler avec la TICA en France. Et vous avez des concours TICA en France. Le standard du Maine Coon, en tout cas, il est beaucoup plus détaillé que dans le premier. On peut le voir, c'est plus serré. Les paragraphes sont un petit peu plus serrés. C'est plus compact. Avec une tolérance de diversité morphologique. Si vous voulez, avant, on était vraiment sur un standard qui privilégiait un chat rustique et compact et plus qui ressemble plus à ce qu'on appelle un ancien type. Que là, du coup, sur l'ATICA, on commence à mettre des règles un petit peu plus... on élargit un petit peu, ce qui fait que voilà, on va pouvoir jouer avec le chat, les éleveurs vont pouvoir travailler et créer, avancer un petit peu sur l'évolution du phénotype du Maine Coon. Ils mettent en avant un type de Maine Coon qui est plus moderne. Ça, c'est clairement, on le lit clairement dans le standard, mais souvent qui est quand même plus modéré que ce qu'on retrouve dans les lignées européennes. Ce qui nous fait arriver au standard du LOF. Bon, vous pouvez les retrouver sur Internet, si vous voulez les lire, il n'y a pas de souci. Le LOF, lui, c'est en 1996, mais il est valable en 1996, le standard du Maine Coon, mais en fait, il apparaît déjà dès 1994. Sa mission, c'est le seul registre officiel généalogique féline en France. Normalement, on est censé travailler qu'avec eux. C'est un standard qui s'est inspiré de la FIFE à ses débuts. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un standard qui est hybride un petit peu entre celui de l'ATICA et d'autres organismes européens. Alors, ce standard accepte la polydactylie, contrairement à certains, seulement depuis 2009, attention, mais par contre, elle la place en refus de titre. Alors, pas en défaut, mais en refus de titre. Donc, en fait, vous pouvez faire des concours, mais votre chat ne pourra pas avoir de titre avec le LOF. Il y a plus de liberté qui est laissée au niveau des clubs de race en France, avec le standard du LOF, pour des interprétations morphologiques, mais avec un certain recentrage quand même vers le naturel. Mais il est un petit peu plus... Plus on avance, en fait, et plus le standard est léger. Alors, ce qui est très bien avec le standard du LOF, c'est que vous avez un standard illustré, ce qui vous permet de mieux juger, en fait, et de vous aider à savoir si votre chat est dans le standard ou pas, au final. Parce que, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez faire,
quel que soit le Maine Coon que vous avez dans votre tête, vous ne dépendez que d'une seule chose et c'est du standard. Il n'y a que le standard qui compte. Votre chat doit coller au standard. Donc là, vous avez un récapitulatif des standards. Ça, vous pourrez les lire dans le PDF. Hein. Je pense que vous le connaissez tous à peu près. Vous voulez que je vous le lise? Je pense qu'il y a quand même pas mal d'éleveurs ce soir. Donc je pense qu'ils sont quand même au courant du standard. Vous êtes à 11 000 cas. Vous êtes fabuleux. Vous voyez qu'en fait, hein, il n'y a pas vraiment énormément de différence entre les standards quand même. Il y en a quelques-unes, mais il y en a pas non plus énormément. Alors, on va faire quand même un petit passage à nouveau. Alors, on l'a vu il y a la semaine dernière. Hein. Si tu as des lacunes vraiment sur le standard Ludine, c'est vraiment bien d'aller voir le standard du LOF et surtout les illustrer. Je trouve que ça, c'est vraiment, ils ont fait une très très bonne chose parce que ça peut aider vraiment des jeunes éleveurs et ça aide vraiment. En fait, tu regardes, tu compares et c'est vraiment top ce qu'ils ont fait. Alors, c'est pas toujours les plus réactifs au niveau du LOF, mais là, quand quand ils font des choses bien, il faut quand même le signaler, quoi. C'est quand même plutôt bien ce qu'ils ont fait. On va revoir le standard des polydactyles vite fait parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Hein. Donc je rappelle quand même pour ceux qui n'étaient pas là que la polydactylie est d'origine naturelle, que c'est une présence de doigts supplémentaires et que c'est un trait fréquent dans les populations fondatrices du Maine Coon. J'insiste bien sur le fondatrice. On a vu dans l'histoire de la polydactylie qu'elle est à l'origine, elle est dans les origines du Maine Coon. Hein. Quand le Maine Coon est apparu, la polydactylie est apparue en même temps avec elle. Surtout dans le nord-est des États-Unis. Donc ce n'est pas une anomalie, c'est une adaptation naturelle qui a perduré dans le temps et qu'on trouve toujours à l'heure actuelle. À savoir que vous aviez 40% à peu près, c'est un chiffre à peu près, voilà. 40% étaient polydactyles à l'origine. En 1900, vu qu'on a retiré la polydactylie dans le standard de 1969, les éleveurs ont éradiqué la polydactylie. En 1985-90, on tournait plus qu'à 2% de chats de Maine Coon polydactyles au niveau du monde. Donc voilà, c'est quand même une particularité où il y a eu une tentative d'éradication dessus. Des éleveurs ont sauvé la polydactylie. Et les premiers standards à reconnaître. Alors, le MCBFA l'a enlevé du standard, mais il y avait énormément de discussions autour de cette particularité. Comme c'était pas valorisé, ils ont éliminé le Maine Coon, en fait, le polydactyle, pardon. Et ça a une particularité qui a été sortie des circuits d'exposition. Le souci, c'est que comme il y a eu très peu d'explications à cette époque-là de pourquoi ils enlevaient la polydactylie, ils l'ont enlevé parce qu'ils trouvaient que le chat ça faisait trop rustique de laisser la polydactylie. Mais comme ça n'a pas été expliqué, dans l'imaginaire de beaucoup d'éleveurs, c'est parce que c'était une anomalie, une tare. Et ça perdure encore de nos jours. Hein. L'Attica, en tout cas, accepte la variété Maine Coon polydactyle depuis 2015. Vous voyez que c'est quand même assez récent. Hein. Le LOF le reconnaît depuis 2009, mais en revanche ne l'accepte pas ne lui donne pas de prix. Au niveau de la FIFE, c'est toujours interdit. Hein. Voilà. C'est un long combat, on va dire. Alors, tout ça pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, le standard va faire que l'évolution du Maine Coon, normalement, doit toujours rester dans le standard. Et on va voir à la fin pourquoi je vous ai parlé du standard. On va prendre 2 chats hypertypes et on va les analyser selon les standards. Alors, s'il y a des connaisseurs de standards, vous allez vous éclater. J'ai oublié de vous prévenir, il y a un petit jeu à la fin pour tous ceux qui dormiront pas encore. Parce qu'on ne voit pas beaucoup Cyril ce soir. Je pense que ça y est, il s'est endormi. Donc, vous avez un petit jeu à la fin. C'est pas moi qui vais travailler, c'est vous, en fait.
Donc du coup, l'évolution phénotypique du Maine Coon dépend bel et bien du standard. Vous avez ce qu'on appelle quatre types de standards. Tu dors pas encore. On a 4 types de standards au niveau du Maine Coon. Les éleveurs vous parleront de ça, mais ça reste un seul chat. 4 types, mais un seul chat. Donc on a un ancien type qui correspond à des chats en fait qui sont nés qui sont nés à des chats au phénotype qui correspond à des chats entre 1895 et 1975. Ils ont un museau plutôt court. C'est des chats rustiques avec des oreilles courtes, les vraies oreilles du Maine Coon. Enfin, elles sont modérées, elles ne sont pas courtes non plus, hein. Des oreilles modérées. Et c'est un chat de ferme de l'État du Maine. Et il ressemble donc voilà, à un chat de ferme. L'ancien type, c'est vraiment, on est vraiment sur un gros chat de ferme. En exemple, vous pouvez avoir Tatiana of Tatitane. Urgent témoignage. Ok. Témoignage de quoi? Bon, on continue. Sur les chats? Urgent témoignage sur les chats. Ok. Ah, mais j'ai même pas vu qui voulait monter. Non, mais moi, je suis toujours à l'ouest, hein. Y a personne qui monte sur mes lives. Je suis désolée. Tu dois t'expliquer. Oui, mais je fais monter personne. Tu peux m'envoyer un message en privé, il n'y a pas de souci. Pour les gens. Oui, essaye de faire un... Pour l'humanité. D'accord? Oui, bonsoir Jérémy, j'avais pas vu. Écris écris ce que tu veux dire et tu t'es réincarné. Moi aussi, mais pas en chat. Bon, je continue. Ouais, Pardon. Tu es un ancien chat. T'es un ancien. C'est toi, Cozy? Dis-moi que c'est toi, Cozy. On y va. Dans ce que vous pouvez trouver au niveau de l'ancien type, vous allez avoir Tatiana of Tatitane, on va la voir tout à l'heure, et bien évidemment. Vous allez avoir Aidio Zankebil, que vous trouvez quasiment tous dans vos pédigrés. Et ensuite, on va passer sur le type... je vous ai fait une petite roue magnifique, vous avez vu, j'ai bien travaillé, hein. On passe sur le type modéré, qui a... Alors, le type modéré, c'est un chat. Ça va bien répondre à Cyril, parce que Cyril, je crois qu'il a un petit peu de mal à... Il me fait trop rire. Il a un petit peu de mal à... Tu crois que c'est Superman? Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est Captain America, mais je suis pas sûre. Je vois pas assez bien. Cyril a souvent du mal entre l'ancien type et le type modéré, et en fait de mettre des dates, ça peut vous aider à... Ouais, tapoter. Par contre, il a raison sur ce coup-là. Allez-y, tapotez à fond. De mettre des dates, ça vous permet de voir à peu près physiquement par rapport aux dates de naissance du chat, en fait. Donc, le type modéré, ça va être plutôt un chat entre 1975 et 2000. Et si vous vous rappelez des anciens lives où vous êtes venus, 1975, en fait, c'est la date butoir où les Maine Coon vont commencer à gagner des concours en masse. Et donc, du coup, c'est là où on va vraiment modifier, on va le voir tout à l'heure dans les photos, c'est là où on va vraiment modifier le Maine Coon. Il va commencer à y avoir vraiment quelque chose qui change au niveau du phénotype, hein. Donc, pour mémoire,
Pour mémoire, c'est Adventil Dickens, c'est Zaphod Wave Dancer et Al Capone. Ça, c'est des chats qu'on avait vus la dernière fois. Je ne les ai pas tous remis, mais je pourrais vous mettre les 2 PDF ensemble, comme ça vous aurez des photos des anciens chats aussi. Et en coulisses, ah ouais, je vous ai pas dit. Le type modéré, c'est un mélange en fait de l'ancien type et du type moderne, hein. Du nouveau type. Alors, du type moderne ou nouveau type, ça dépend comment vous parlez, comment certains éleveurs le nomment. Le museau devient carré et bien défini. Contrairement au premier Maine Coon, il est beaucoup plus défini. Le menton commence à se marquer, c'est-à-dire on a un menton qui commence à avancer et à être au niveau du nez. Les oreilles deviennent un chouïa plus hautes, hein, un chouïa, hein, j'ai pas dit des buildings, hein, deviennent un petit peu plus hautes et fournies. On commence à voir les types apparaître, ce qu'on ne voyait pas avant. C'est des types de show, c'est ce que je vous disais, c'est là où ils commencent à gagner des concours. C'est là où ils commencent à gagner des concours, mais ils ne sont pas dans l'excès. Ils restent naturels et rustiques et très fonctionnels aussi, hein. Ils sont aussi très très harmonieux. Les chats de cette époque-là, de 1975 à 2000, ce sont des chats qui sont vraiment très très harmonieux. Ça, quand vous voyez les photos, moi je crois que c'est ceux que j'aime le plus en fait, hein. Il est parti? Non, il est là. Non, il est parti. Oh, il est parti. Dommage, il me faisait rire. Bon, en tout cas, nous avons eu un magnifique chat qui est venu ce soir. On passe du coup au nouveau type qui lui va se mettre sur les années entre les années 2000 et 2015. C'est un look moderne qui est impressionnant, mais qui est toujours dans les limites du standard, hein. Il est toujours dans le standard. On va avoir une photo tout à l'heure. Nathalie, t'es méchante. Ce qu'il y a de différent, c'est que le museau commence à s'allonger. Le menton devient légèrement proéminent, les oreilles grandissent encore un petit peu et elles deviennent très haut placées. On est sur un look qui est un petit peu plus spectaculaire, qui fait plus, les gens vont faire plus waouh en fait, hein, que sur, les types modérés ou les anciens types, hein. On est encore dans les limites du standard, mais on frôle vraiment les limites du standard avec ce chat-là, hein. C'est vraiment, ses limites. C'est la tendance qu'on trouve, beaucoup, c'est une tendance de nouveau type où vous allez beaucoup, le trouver, en fait, aux États-Unis et sur des showlines, européens. C'est des chats que Valérie aime bien. C'est les Langstedt et tout ça. Les lignées allemandes, assez connues en fait, hein. Vous allez être sur ce type de chat. Merci, Brad. Brad Pitt, ça doit être une enseigne. Et en coulisses, évidemment, sur l'hypertype, hein. Lequel, Sandrine? Le nouveau? Le nouveau? Explique ta question. Non, pas spécialement. Tu peux. Bah alors, l'hypertype que vous allez voir ce soir, il y en a deux, hein. Il y en a un qui vient des pays de l'Est, effectivement, et le second est français, hein. Non, l'hypertype est pas selon des pays, hein. Moi, ça, ouais, enfin, pas vraiment. C'est plus, vous allez voir comment j'ai construit. Vous allez râler un petit peu, mais je suis désolée, je vais revenir là-dessus. Vous allez voir qu'en fait, la consanguinité vous mène à l'hypertype. C'est quasi, c'est dessiné. Donc en fait, si on continue en France à l'heure actuelle à travailler sur des lignées comme on travaille, on arrivera à avoir massivement des hypertypes. Il y a un défaut, il y a aussi un défaut de sélection. Oui, voilà, moi je suis très d'accord avec Valérie. Il y en a partout des hypertypes, hein. C'est pas spécialement les Russes, hein. Tu as de très très beaux chats chez les Russes, tu as des nouveaux types chez les Russes, tu as des types modérés. Alors c'est vrai qu'il y a moins de types modérés en Russie, mais tu en as. Euh, Mais parce que tu as des défauts de sélection, Séverine, en fait. C'est là où arrive la dérive, elle est là aussi, en fait.
c'est qu'il y a eu, normalement, on fait une petite aparté, avant de continuer. Normalement, vu les taux de consanguinité que tu as à l'heure actuelle dans le Maine Coon, on devrait avoir des chats quasiment similaires et qui se ressemblent tous et qui sont plutôt de nouveaux types et qui tendent vers l'hypertype. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, si tu vas sur des sites ou si tu regardes des chatteries et compagnie, on voit des chats effectivement, typés, mais on voit des chats pas du tout typés. Et le souci, c'est que quand tu vois des chats pas du tout typés, qui ont une forte consanguinité, c'est juste qu'à un moment donné, les éleveurs n'ont pas fait leur travail de sélection, pour moi. Après, je vais pas dire, enfin si, je peux dire, si vous voulez, je peux vous dire ce que je pense. Mais je pense, alors j'ai rien du tout contre les dérogataires, bien au contraire, hein. Je trouve que des fois, prendre dans des toutes petites chatteries, c'est mieux que d'aller dans des grandes chatteries. Mais je pense que certains particuliers qui ne connaissaient pas suffisamment la race, mais qui aimaient le Maine Coon, alors vous avez des particuliers qui sont à fond, qui connaissent super bien la race, hein, attention. Mais je pense qu'il y a eu des petits soucis à ce niveau-là ou des jeunes éleveurs qui se sont lancés et qui n'ont pas su choisir. Oui, Cyril, je fais très attention. T'as vu, je t'ai quand même caressé dans le sens du poil. Non, non, mais je pense qu'il y a eu un gros, gros défaut de sélection à un moment donné. Et c'est parce que, vu le taux de consanguinité, franchement, qu'on a dans le Maine Coon, le type devrait être fixé. Si le type n'est pas fixé, c'est qu'il y a eu un souci au niveau de la sélection. On a fait reproduire des chats qu'on n'aurait pas dû faire reproduire. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein. C'est pas une science exacte, hein. C'est que mon avis personnel. On a perdu des gens. Voilà. J'aurais pas dû parler. C'est pas grave. Bon. L'hypertype, est-ce que j'en ai parlé? Oui, il est là depuis 2015. Oui, non, mais il y en a qui sont partis, hein, direct quand j'ai dit ça, hein. Je suis pas faite pour les relations publiques, manifestement. Donc le museau dans l'hypertype devient très très allongé. Oui, c'est mon live, c'est pas faux. Le museau devient très allongé, les oreilles deviennent mais vraiment trop trop grandes, beaucoup trop grandes. Avec des bases très larges, le profil est extrême et pas du tout, on va voir que là, par contre, on commence à sortir carrément du standard, hein. On n'est plus dans le standard, c'est avec des hypertypes, heu et le souci, c'est que le chat devient caricatural, et surtout et moi, c'est là où ça m'inquiète, c'est que sur beaucoup d'hypertypes, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une perte de fonctionnalité. Ça veut dire que s'il y a une perte de fonctionnalité, il y a des traits qui s'exagèrent et automatiquement, l'animal va entrer en souffrance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer, regarder et arrêter. Quand on arrive à la souffrance de l'animal, on arrête, tout simplement. On ne continue pas de travailler là-dessus, hein. Alors, pour répondre quand même à la question si les chats russes sont les plus hypertypes. Alors oui, certaines lignées russes sont hypertypes, mais vous pouvez aussi trouver beaucoup d'hypertypes dans des lignées très sélectionnées aux États-Unis, hein, qui est quand même le berceau du Maine Coon, hein. C'est possible. Les oreilles qui tombent, c'est aussi un manque de je sais plus quoi, hein. C'est un manque de... Ah, je me rappelle plus. Là, je voulais faire. Là, c'est ce que je viens de vous lire, hein, donc hop, on va la passer, hein, et on va démarrer parce que tout le monde adore. On va critiquer des chats. Allez. Non, je rigole. Je vais perdre le reste des gens qui sont là. On va faire une étude des chats à travers alors pas les 130 ans. On démarre en 1969. Je vous ai pas remis Cozy. Euh, Non, mais on va rester. Après, il y aura que. Mais là, vous voyez, il y a le petit groupe habituel, hein. Tous les gens qui étaient là au départ sont tous partis après ma petite méchanceté. Ouais, mais c'est pas grave, on fera le live à 3, hein. Moi, ça me dérange pas, hein.
Donc Tatiana of Tatitan, qui est quand même, c'est pareil, hein, c'est comme Cozy, hein, ça reste une figure emblématique du Maine Coon, hein. Elle fait partie des 5 fondateurs. Je vais peut-être vous laisser la photo, je vous lis. Euh, Donc sa tête est quand même assez large, hein. Déjà pour l'époque, elle n'a pas beaucoup de boîtes, hein. Ça, je pense que personne ne me contredira là-dessus. Elle a des oreilles modérées. En fait, c'est ça les oreilles modérées. Donc logiquement, les Maine Coon devraient avoir une taille d'oreille de cette taille-là. Par contre, faut tapoter, hein. On n'est qu'à 20 000, hein. Vous avez perdu en rythme, hein. C'est pas parce qu'il y a moins de gens que vous devez arrêter de tapoter. Au contraire, tapotez encore plus. Ça va faire remonter le live. Et regardez bien. Alors, faut savoir quand même que c'est un chat de fondation, hein. C'est un chat qui a été cherché dans une ferme. Donc du coup, c'est un chat qui est fait pour vivre dehors, ça se voit, hein. Ça ressemble à un chat, on va pas être méchant, mais elle ressemble un petit peu à un chat de gouttière quand même, hein. Puisque c'est un chat de gouttière, le Maine Coon, faut pas l'oublier. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est faite pour, tu feras un jour sur le nom type. Oui, non, mais c'est une très bonne idée, Valérie, parce que, alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je pense qu'il y a un gros souci de sélection. Alors moi, c'est différent, parce que certains me diront que mes chats ressemblent à des gouttières, effectivement, mais je travaille pas du tout les mêmes lignées. Donc moi, en fait, je pars d'un chat de gouttière et je dois le ramener vers vous. Mais quand tu vois des chats qui ont 15% de consanguinité qui ressemblent à Tatiana, pour moi, il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci dans la sélection, dans le travail. Oui, elle ressemble à Galen. Elle ressemble à Galen, elle est fabuleuse. Mais si tu veux, Valérie, on se fera des lives papotage avec les deux vieilles éleveuses là que nous sommes toutes les deux. Et on répondra aux questions des gens, ça aussi on pourrait faire. On pourrait faire ça. C'est un chat qui est fait pour vivre ben, dans la ferme, hein. Ses oreilles sont modérées, sa tête est large, mais son museau est court et pas carré. Oui, mais non, mais il y en a beaucoup qui ressemblent encore à Tatiana. C'est là le souci, hein. Moi, j'en ai une qui ressemble à Tatiana, mais c'est une. Ah, quoique, c'est une tradie. Mais c'est une vieille lignée tradie. Donc là, c'est plus normal. Elle a un regard doux. Alors ça, regardez bien parce que c'est vrai qu'au niveau des yeux, c'est flagrant la différence, hein. L'évolution au niveau du regard est flagrante chez le Maine Coon. C'est vraiment, c'est presque choquant, hein. Donc elle a des yeux très doux, elle a une ossature, alors là on la voit couchée, mais elle a une ossature puissante, hein, quand on a des photos d'elle debout. Elle a une fourrure mi-longue naturelle qui est assez dense, hein. Ça aussi c'est pareil, hein. Vous avez beaucoup de Maine Coon qui perdent en fourrure, hein. Ça c'est pas super, super top. Normalement devrait être censé garder sa fourrure. Si on lit son pédigré, hop je vous le remets. C'est une fondation, donc elle a un super pédigré, hein. Elle a une consanguinité sur 10 générations qui est de 0%. Elle a 0% de clones, puisque c'est la mère des clones, en fait, hein. Euh, Et par contre, en top 5, elle est à 100%, puisque c'est elle le top 5. En fait, c'est elle qui crée le top 5, hein. Et là, je vous ai fait ce que je viens de vous lire, hein, le petit récap. Ça, c'est pour les PDF quand vous irez les récupérer, que vous ayez vous aussi de l'écrit en fait. Oui, ils font méchant, mais c'est assez marrant quand ils font méchant. Moi, j'aime assez bien quand ils font méchant. Ensuite, bah, elle, du coup, c'est la base, hein. Elle, c'est le chat de 1969. C'est elle qui a... On a fait le standard, en fait, par rapport à elle, à Dauphin de France et aux 3 autres. Ouais, moi aussi, j'adore leur air malléable. Et en fait, on va passer de la ferme aux expositions. Donc là, si vous vous rappelez la petite roue que je vous ai montrée, on va arriver en 1975, entre 1975 et 2000. Et on arrive sur un chat qui est quand même assez connu, c'est Dickens of Kunstatic. On est en 1990, regardez-le. Alors, on voit carrément la différence avec Tatiana. Bon, alors, c'est un mâle et une femelle, effectivement. Mais voilà. Là, vous êtes sur un type modéré. C'est là où Cyril a du mal, en fait, hein. Je sais pas, est-ce que tu vois mieux maintenant? Le modéré, la boîte est là, en fait, hein. Alors, je sais pas si mon curseur, je le mets bien. La boîte arrive.
Elle arrive sur les modérés, en fait, hein. Les yeux sont ronds, mais le Maine Coon, dans le standard d'origine, doit avoir les yeux ronds ou légèrement ovales. Mais il n'a certainement pas les yeux en amande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit que son museau, du coup, il a un menton marqué. On voit que la boîte est en train d'arriver. Les oreilles sont légèrement plus hautes que sur Tatiana of Tatitane. On est toujours dans un chat qui est plutôt fonctionnel, hein, qui est taillé pour briller en exposition, ça c'est certain. Mais sa tête est équilibrée, ses oreilles sont bien placées. Mais c'est pas exagéré, l'ossature est solide et il a toujours un regard ouvert. Alors vous voyez que là, le regard est un petit peu plus perdu, on va dire, enfin plus perdu, moins doux, mais il a quand même un beau regard, bien ouvert. Oui, il y a de l'ossature. Ça aussi, c'est pareil, hein. Moi, il y a des chats à l'heure actuelle, ils ont plus du tout d'ossature. Ça, je trouve ça paniquant. Paniquant. Ou ils ont une ossature mal placée, ça aussi. Il faut que ce soit harmonieux. Harmonieux. Pas dans tous les sens. Lui, il représente vraiment les premiers showline, hein. Alors les showline, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que de ce que je vois, il y a beaucoup d'éleveurs, ce sont les chats qui sont faits pour concourir, en fait. On voit quand même que on voit le lien avec Tatiana quand même, hein, parce que c'est un descendant de Tatiana, effectivement, comme tous les chats de cette époque-là. On voit quand même qu'il y a un petit lien avec elle. Il n'y a pas que la couleur, un petit peu dans le phénotype aussi. Et là, on va voir son pédigré à lui. On voit qu'on commence déjà à changer, que ça commence à monter en fait, hein, directement. On est à 16% de consanguinité. Au niveau des clones, lui, il est juste après les clones, il a 44%. Son top 5 est à 76%, ça veut dire que 76% de son patrimoine appartient au top 5. Et vous voyez que l'AVK, elle n'est pas top sur 5 générations, mais elle est encore moins top sur 6 générations. Il a quand même un look très équilibré. Moi, j'aime beaucoup ce chat, hein. Je le trouve vraiment très très beau. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Il y a Zonkebil aussi que j'aurais pu vous mettre, qui est très très beau, qui fait partie des clones. Moi, j'aime beaucoup le type modéré, hein. Je trouve ce type-là mais vraiment, vraiment extraordinaire et très très beau. Du coup, on va passer de l'équilibre à la performance. Alors là, c'est un chat, il est un petit peu jeune, mais moi je le trouvais pas mal c'est Samuel Adams. Alors oui, les 3 premiers que vous avez vus, ce sont tous des champions, hein. J'ai fait exprès de vous choisir que des grands champions. Ça veut dire que c'est des chats qui sont passés en jugement, qui ont eu des titres et qui ont eu des titres, de beaux titres, quoi, en fait, hein. Donc c'est pas moi qui les juge en vous disant si ça et ça, hein. C'est pas mon regard. C'est des chats qui sont quand même, voilà, qui sont quand même reconnus par les juges. Alors, on voit que le museau s'allonge. Là, on est sur un nouveau type. On voit que le museau s'allonge. Regardez les yeux. Vous voyez la différence par rapport au premier. Vous voyez que les yeux commencent à s'étirer, en fait, un petit peu. Les oreilles sont hautes avec des tips. Il a un look moderne, hein. La base est large des oreilles. Il est impressionnant. Il est jeune, hein. C'est un jeune chat en photo. Donc on peut imaginer ce qui va devenir adulte. J'ai pas trouvé de photo adulte pour vous montrer la différence. On est dans le standard toujours, mais on commence à jouer un petit peu avec les limites du standard quand même, hein. Là, il est jeune, ça se voit pas trop. Vous allez voir un même chat adulte. Vous allez voir que voilà, un chat de nouveau type adulte joue avec les limites du standard. Ça reste un très beau chat, un très beau Maine Coon qui est dans le standard, mais qui frôle les limites. Et c'est là où ça devient dangereux en fait, quand on frôle un petit peu trop les limites.
ben, on en sort et quand on en sort, ça peut donner des catastrophes. Heu, Au niveau de sa consanguinité, beh, il est plutôt pas mal, hein, il est à 13. En clone, il est à 32. Top 5, il est à 68,9. Il a une bonne diversité sur ses 5 premières générations, mais ça, c'est apparent puisque quand on fouille un petit peu plus loin, ça s'effondre comme d'habitude. Donc il a beaucoup de top 5. Donc en fait, ça, c'est une évolution naturelle. C'est une évolution naturelle du Maine Coon, qui a été enfin, c'est une évolution naturelle. C'est une évolution qui a été voulue par les éleveurs, mais qui reste, à mon avis, normale. Qu'on soit sur un chat comme ça me dérange absolument pas. Heu, c'est un chat fait pour gagner des chevaux, qui est magnifique et qui deviendra un très, très beau chat. Il est né en 2003, donc je pense qu'il n'est plus avec nous, maintenant. Mais ça a dû être un très beau chat. Hem Mais qui est dans la performance et dans le showline, hein, puisque c'est un grand champion de toute façon et en fait, le souci, c'est que voilà, on va passer de ce chat, vers un chat que, Cyril adore, mais c'est pas lui aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est lui. J'ai pas donné son nom exprès parce qu'il est né en 2022. Oui, cette évolution, voilà, Valérie, pour moi, est normale et pas choquante. Par contre, là, ouais, moi, là, je stop. Quand on continue, sur cette pente, en fait, où on frôle la limite du standard, on finit par franchir la ligne et on arrive sur ce chat-là. Là, on n'est plus du tout dans le standard. Ce chat ne rappelle pas un Maine Coon, ce n'est pas un Maine Coon originel. De toute façon, bon, ça peut pas être un Maine Coon originel puisqu'il y a une évolution, mais ça ne ressemble plus au Maine Coon. Et le Maine Coon, je vous rappelle, c'est les premiers chats que je vous ai montrés. Celui juste avant, oui, c'est un Maine Coon. Là, pour moi, c'est plus un Maine Coon. On est dans l'hypertype, le museau devient ultra long, les oreilles deviennent XXL, très haut placé, le regard il est incliné, on n'est plus du tout dans les yeux ronds, hein. Et encore lui ça va, il y a pire que lui, on verra tout à l'heure. Son regard est figé. On n'est plus sur un regard doux, c'est pas... L'ossature, on la voit pas là, mais elle est disproportionnée. Oui, ouais. Oui, 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 c'est ça. Bah, alors Valérie dit qu'il y a des anthropions, mais oui, il y a des anthropions. Et le souci, c'est qu'avec l'hypertype, ils ont quasiment tous des anthropions, hein. Alors que c'est pas quelque chose qui était hyper fréquent chez le Maine Coon à l'origine, hein, les anthropions, du tout. L'ossature, en fait, quand il est debout, elle est légèrement disproportionnée et massive, mais pas au bon endroit. Donc, en fait, ça va altérer l'équilibre naturel du corps et ça va lui donner moins de mouvements fluides. Ça va donner un chat qui va avoir des soucis au niveau articulaire en vieillissant, sûr et certain. Au niveau de son pédigré, on va être un chat qui est quand même à 17% d'ICO, avec des clones quand même assez élevés à 37, avec une AVK très diversifiée sur 5 générations, puisqu'il est à 93, hein. Par contre, il n'est qu'à 50 sur 10 générations. Donc vous voyez où là, c'est ce que je vous disais, la consanguinité à outrance emmène quasiment vers ce chemin-là, quoi qu'il arrive et quoi que vous fassiez. C'est là où il faut faire attention. Mais là, quand on est sur une AVK à 50%, c'est qu'il y a eu du consanguin et puis il y en a eu beaucoup, beaucoup, hein, en fait, hein. Donc, bah, il a un museau, ce que je vous ai dit, ultra long, patati patata. Bref, je ne sais pas à qui il appartient, mais... Donc, on est parti de l'évolution. En fait, que vous ayez une évolution dans une race, c'est normal. Que les éleveurs fassent leur travail. Alors, il y a une évolution naturelle. Si vous voulez voir l'évolution naturelle du Maine Coon, faut aller voir des chats fondations sur, je le répète, le site de Master Weaver, puisqu'elle travaille le fondation aux États-Unis. Elle a des jeunes fondations. Et là, vous allez voir l'évolution naturelle du Maine Coon, puisque ce sont des chats qui sont pris dans les fermes. Donc là, ça vous donnera une idée entre Cozy et, à l'heure actuelle, ce que le Maine Coon est devenu naturellement sans que l'homme le touche. Là, en fait, nous, par contre, c'est quand l'éleveur intervient. Quand l'éleveur intervient, ben, on passe de Tatiana, que vous avez sur votre gauche. Ah, ben j'ai mis son nom, pardon. Au chat qui est
Je- Au chat qui est... hop là. Je vous ai enlevé son nom. Oui. Au chat que vous aviez vu sur votre droite. Et là, c'est plus une évolution, c'est une dérive en fait, hein. Là, on est en train de faire un massacre. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que ça parlera à tout le monde. Vous avez eu exactement la même chose euh, sur le berger allemand, par exemple, en chien. On est passé d'un animal sans problème à un animal avec infiniment de problèmes. Et c'est le danger de l'hypertype. Vous l'avez aussi dans le persan. Je rappelle que le persan, à l'origine, avait un museau, que le museau est rentré à l'intérieur. Enfin, est rentré à l'intérieur. Le museau est devenu plat, mais ça, c'est les éleveurs qui l'ont fait. Non, un nouveau type, c'est très bien. Un nouveau type, vous êtes dans l'évolution. Alors, je réponds oui à ceux qui s'inquiètent parce qu'ils ont des chats qui sont plutôt nouveaux types. Non, non, un nouveau type, c'est pas un souci. Après, c'est votre travail de sélection. Si vous voyez que vous avez des chats qui tendent, parce qu'ils vont tendre naturellement à partir vers de l'hypertype à cause de la consanguinité, il faut les mettre en compagnie, ces chats-là. Il faut plus les sélectionner, en fait. Et c'est là votre travail d'éleveur. Vous comprenez? Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'il y a quelques chats hypertypes qui ont été extrêmement mis en avant par les réseaux sociaux. Les gens lambda ont fait waouh, c'est trop beau parce que ça ressemble à un lion. Je rappelle que le Maine Coon n'est pas un lion et ne doit pas ressembler à un lion. Déjà, on part de ça, point. Et ce chat a été mis en avant et des éleveurs ont commencé à, à le sélectionner, cet hypertype, parce que ça plaisait aux gens. Oui, normalement, c'est plutôt un lynx. Mais en fait, c'est votre travail, c'est notre travail. Je vais me mettre dedans. C'est notre travail d'éleveur de montrer ce qui doit être et pas ce qui devrait être. Enfin là, maintenant, si, on va devoir repartir en arrière. Donc maintenant, on va devoir montrer ce qui devrait être et plus ce que l'on voit à l'heure actuelle. Hop là. C'est quoi l'hypertype? C'est une exagération volontaire de certains traits morphologiques dans un but esthétique. Donc ça peut être un museau très allongé, un menton proéminent, des oreilles démesurées, des yeux artificiellement étirés pour donner une certaine expression, une ossature hypertrophiée ou hypotrophiée. Cette dérive, elle est alimentée par certains circuits d'exposition, hein, parce que des juges trouvent ça beau ou des éleveurs trouvent ça beau. On va promouvoir ce chat-là plutôt qu'un autre et on va en faire une norme. Et c'est ce qu'il ne faut pas arriver. Et ça, on le fait on enlève tout le côté rustique et fonctionnel en fait du Maine Coon. Et normalement, je vous rappelle que je ne vous ai pas mis la définition. Je vous rappelle que le Maine Coon est une race naturelle. Donc, je ne vois pas. Quand on travaille une race naturelle, il faut quand même respecter un minimum en fait. Et il faut garder. Alors, Pauline, ça c'est un autre débat, le seal point. Tu as du seal point chez le Maine Coon depuis des générations et des générations. C'est un gène récessif qui sort de temps en temps, mais ça semble assez logique que tu aies de temps en temps du seal point, puisque c'est un chat qui a été constitué par de nombreuses races en fait. C'est un mélange, le Maine Coon à l'origine. Mais le seal point sort de façon régulière chez le Maine Coon et il y a des chats qui ont été testés et qui descendent bien de Maine Coon en fait, hein. Après, il faut voir. Si c'est quelqu'un qui l'introduit, c'est pas bon. Mais moi, je sais que tu avais le chat, on en a déjà parlé dans l'histoire du Maine Coon. Tu as un chat qui avait été testé, affilié, enfin, il y avait eu des tests génétiques, des tests d'affiliation. Il était bien le descendant de ses parents. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une mutation de novo ou simplement un gène récessif qui remonte. Oh, mais c'est rare, hein. C'est rare en fait, hein. Le seal point, moi, j'en ai entendu que parler de deux ou trois, hein. C'est pas non plus quelque chose qui revient hyper souvent.
Le souci de l'hypertypage, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez arriver à générer des problèmes à l'animal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est là où ça devient dangereux. Alors, tant que, vous faites de l'esthétique, bah, si ça vous plaît d'avoir un hypertype, tant mieux. Mais, en fait, quand ça touche à la santé de l'animal, c'est là où il va falloir apprendre à dire stop, en fait, hein. Apprendre à dire stop. Vous commencez à avoir des reculs en arrière sur certaines races de chats et de chiens qui ont déjà été modifiées. Alors je travaille, oui, je travaille aussi dans le milieu du chien, mais je fais pas d'élevage. Mais, je connais pas mal d'éleveurs. Il faut savoir quand même, dans le chat, on est très en retard par rapport aux chiens, déjà. Faut savoir que vous avez plusieurs races de chiens où ils sont en train d'introduire des chiens, lambda, hein, voilà, des chiens, pas de race, pour refaire baisser les taux de consanguinité parce qu'ils s'aperçoivent que des races commencent à être totalement corrompues par la consanguinité et on commence à fixer des gros soucis dans certaines races. Et il y a plusieurs éleveurs qui m'ont confirmé que certains clubs de races canines commencent à se poser des questions pour introduire des «bâtards» entre guillemets, on va voir si on va se faire éjecter, pour pouvoir réoxygéner en fait la consanguinité de ces races-là. Et dans le Maine Coon, on a une chance énorme, c'est que le livre est ouvert. Donc nous, on peut réintégrer de l'oxygénation et on est au début de l'hypertype en fait, hein. L'hypertype, c'est assez récent. Donc on peut faire marche arrière assez vite, commencer à sélectionner des chats de nouveaux types, des chats modérés, des chats d'ancien type comme chacun le souhaite, mais éviter de partir dans cet hypertypage où vous risquez d'avoir de gros soucis de santé. C'est un danger silencieux l'hypertypage en fait, hein, parce que ça va générer, alors voilà, ça va vous générer, je voulais noter, des troubles dentaires avec des occlusions défectueuses, on le verra un petit peu plus en détail juste après. On va avoir des compromissions au niveau de la respiration, les museaux deviennent trop étroits, trop longs, la ventilation va mal se faire et l'animal sera mal ventilé. Vous allez avoir des problèmes, ce que je vous disais, ostéo-articulaires, notamment la dysplasie de la hanche, mais aussi de l'arthrose précoce. Pourquoi? Parce que le poids est mal équilibré, parce que l'animal n'est plus harmonieux. Et on peut aussi avoir une altération du comportement. Dans quel sens? Dans le sens où si l'animal souffre en silence tout le temps, vous vous doutez bien qu'il va être moins enclin à être gentil. Vous, si vous avez tout le temps mal aux dents, par exemple, une journée là, vous avez mal aux dents toute la journée ou vous avez une migraine toute la journée, en général, vous êtes un petit peu moins aimable que lorsque vous n'avez pas mal. Et en fait, c'est ce qui va se passer avec l'hypertypage. Chez le Maine Coon, l'hypertypage correspond à quoi? Vous allez avoir une exagération volontaire des traits physiques, donc du museau trop long, ce qui va affecter l'occlusion dentaire, provoquer des gènes à la mastication. Ça va engendrer des gingivites qui vont, vous allez avoir de plus en plus de Maine Coon atteints de gingivite, vu que l'occlusion n'est plus correcte. Vous avez des mentons proéminents. On va arriver à des déséquilibres faciaux et des douleurs articulaires hein, quand ils mangent. Ça peut voilà, gêner la mastication et beaucoup de choses. Les oreilles géantes, oui, la prognatsie et l'inverse, la rectronassie aussi. Tu as les deux en fait, étonnamment. Étonnamment. Les oreilles géantes, eh ben, on va perdre la proportion naturelle. Donc là, on touche en fait au type naturel de la race. Le regard tiré, alors oui, vous avez une perte d'expression émotionnelle quand vous avez ces yeux qui sont un petit peu trop en amande, mais c'est surtout ce que je vous dis, on en parlait, enfin même Valérie vous l'a dit, en fait on arrive à des lignées où il y a quasiment des anthropions génération après génération. Et normalement, il y avait quasiment aucun Maine Coon n'avait des anthropions à l'origine. Alors quand je parle de l'origine, je parle des années 70-80. Vous aviez quasiment pas d'anthropions à cette époque-là. Et vous allez avoir des corps beaucoup trop allongés
avec une musculature qui n'est plus du tout au bon endroit. Alors, vous avez aussi ces problèmes de Maine Coon de 10 ou 12 kilos. Un Maine Coon n'est pas fait pour faire 10, 12, 14 kilos. C'est pareil, hein, vous allez toucher à sa morphologie et du coup, bah, ça va pas aller du tout. Ça va pas aller du tout. Ça va provoquer des problèmes d'arthrose et la dysplasie. La dysplasie, je suis dessus. Ah oui, alors le mois prochain, enfin en septembre, vous avez tout ce qui est maladie. Et le troisième live, le premier, c'est sur la HCM. Le second, c'est sur les souffles cardiaques, la SMA, la PKD et la PKDF. Le troisième, ce sera sur la dysplasie. Et je suis dessus. Et ça, c'est pareil. On teste très peu en France. Il va falloir s'y mettre de façon assez récurrente parce que ça va devenir un gros souci et notamment grâce à ces lignées-là aussi. Hein. Grâce à ces lignées-là. Là, je vous ai refait avec d'autres photos pour vous aider. Là, on est... Lui, il est plutôt modéré et lui, il est modéré mais il commence à tendre vers le nouveau type. Oui, c'est l'harmonie, équilibre, ossature. Enfin, c'est ossature, musculature. En fait, c'est voilà, c'est les os et ce qu'il y a sur les os et à quel endroit ça se trouve. Et on a des chats. Bah, regardez celui-ci à gauche. Regardez la largeur de ses pattes. Hop, comme ça, pardon. La largeur de ses pattes. Un Maine Coon doit avoir des pattes larges. Un Maine Coon a une ossature lourde qui doit être posée sur des grosses pattes. Et maintenant, vous avez de plus en plus de... Alors, je sais pas si c'est comme l'IMC chez l'humain, hein, mais c'est plus musclé qu'un humain, un chat, déjà. Bon, à part certains, mais bon, d'autres, c'est de la gouflette. Hein. C'est vraiment un ratio, je pense, musculature-ossature. Et que ce soit au bon endroit, au bon moment. Tu vois, Séverine, moi, je pense que tes chats sont correspondent plus à celui de droite, mais on est bien sur un chat comme ça. On est bien, on est dans le nouveau type. On est un petit peu limite avec le standard, mais on est dans le nouveau type et ça va. Bon, moi, je préfère celui de gauche, mais ça, après, c'est des choix personnels, en fait. On voit que les mentons sont renforcés, hein, de toute façon. On voit que les ossatures sont un petit peu plus marquées. Le chat de gauche, je vous dis, il a une largeur de patte. Et logiquement, tous les mâles Maine Coon et même les femelles hein, devraient avoir des largeurs de pattes comme celle-ci. Et là, moi, ce que je vois, la tendance actuelle, c'est que sur les femelles, on a des chats... Oui, les deux sont beaux. Hein. Moi, je suis d'accord. De toute façon, c'est des browns. Donc, les deux sont beaux. Euh, euh, on a moi, je trouve qu'on a des femelles avec de plus en plus de femelles avec des ossatures fines. Et ça me questionne. Parce qu'un Maine Coon, à l'origine, c'est ces pattes-là. Hein. Parce que, voilà, c'est un truc qui doit... c'est boum, ça se présente. Hein. Plus on le fait grandir, ils ont des fourrures impressionnantes. Ah, ça, par contre, ouais. Parce que plus on va, moins il y en a de fourrures, par contre. Ils risquent d'avoir des tendances, en fait, à la lourdeur. Et au niveau poids, articulation, voilà, des petits soucis. On est au début de l'exagération pour celui de droite, mais il est totalement dans le standard. Il est très bien, ce chat-là, en fait. Hein. Il est très bien. Celui de gauche correspond plus à ce que j'aime, mais celui de droite, je l'aime bien aussi. Et on est totalement dans le standard, en fait, au final. Hein. Ah, là, je vais vous mettre un chat que tout le monde connaît, qui est très beau. Il n'est pas français, hein, il est néo-zélandais. Il est bleu smoke. Et c'est un très beau bleu smoke d'ailleurs. Et il est dans le standard, il n'y a pas de souci. C'est un nouveau type. Il arrive, hein, je vous fais patienter. C'est vraiment un chat magnifique. Mais c'est à cause de lui, quelque part, qu'on a basculé dans l'hypertype. C'est un chat qui a été très, très montré sur les réseaux. Alors lui et son copain qui est Black Smoke. Hein. C'est le chat de Robert Sichka.
Je ne sais pas comment il s'appelle, hein, mais ce chat est hyper connu. Il est dans le Standard. Sa collerette est énorme. Il a une ossature qui est légèrement alourdie par rapport au Tikami, merci. Le museau, on voit qu'il s'est clairement allongé. Le regard est un petit peu plus... Monsieur Vivo? Je ne sais pas. Je ne connais pas son nom. Son regard est un petit peu plus figé. Il doit y avoir plus de pression au niveau des hanches et des épaules et une fragilité articulaire. Oui, c'est un photographe. C'est le photographe néo-zélandais qui a de très beaux chats et tous dans ce style-là. Et comme il fait de très belles photos avec, ce chat-là a marqué, et si vous regardez bien, c'est lui qui va lancer l'hypertype derrière. Donc ce chat, c'est un Maine Coon, il est très beau. Moi, on m'avait dit néo-zélandais. Tu me mets un doute, hein, parce que y a une copine aussi qui m'a dit qu'il était plutôt polonais. Moi, on m'avait dit néo-zélandais. Parce que Sishka, oui, ça fait plutôt polonais, hein. Mais très très beau chat, mais qui va lancer la mode de l'hypertype. On est, enfin, c'est toutes les photos qu'il a fait qui vont lancer la mode de l'hypertype. Il vit en Chine. On revient sur l'hypertype, hein. Donc là, bah, vous voyez clairement, hein, hop, je fais n'importe quoi. Ouais, j'ai sélectionné une photo qu'il fallait pas. Hop, et là le texte, hop. Bah ça non. Oui, il est très beau. Celui d'avant, hein. Là non. Là non. Là pour moi, on est sur de l'hypertype. On pousse tout. En fait, si vous regardez le chat d'avant, on a poussé le chat d'avant à l'extrême de ce qu'il pouvait donner. Et ça, c'est pas bon. Le museau est beaucoup trop allongé. Les mentons deviennent proéminents. Le regard est complètement étiré. Les occlusions dentaires doivent être catastrophiques, hein, avec du prognatisme, du rétrognatisme. Les respirations, c'est ce que vous disiez, peuvent être compromises. On va sûrement sur de l'arthrose précoce parce que bah, le gabarit ne va pas du tout du chat quand vous les voyez debout. Il n'y a pas d'harmonie en fait. Et le souci, c'est que quand vous partez sur des chats comme ça et que vous continuez de faire de l'élevage avec des chats comme ça, on arrive à ça. En fait, c'est un engrenage. Si vous continuez sans savoir vous arrêter, vous allez arriver à ces chats-là. Et ces chats-là, excusez-moi, mais celui de gauche est en souffrance. Celui de gauche est en souffrance. Celui de droite aussi, d'ailleurs. Les museaux, ça va plus du tout. Oui, ton copain, tu vois, je te l'ai mis. Tu t'es réveillé pour le voir. Les yeux sont figés, complètement étirés. Les museaux sont disproportionnés, les visages tendus. Oui. Ils ont des difficultés à garder la bouche fermée. Je confonds ma droite et ma gauche. Oui, non, mais ça, c'est pas nouveau. Oui, je confonds ma droite et ma gauche. Maintenant, vous êtes tous au courant. Celui-ci souffre de sécheresse. En fait, les deux souffrent de sécheresse oculaire. La mobilité de l'animal commence à être réduite. Et en fait, on est en train de glisser vers des animaux qui sont malades, même visuellement. C'est même plus... En fait, rien qu'en les regardant, on sait qu'ils sont malades. Et là, c'est plus de l'évolution, c'est de la dérive, on est d'accord. On peut pas. Et en fait, si on continue de travailler l'hypertype comme certains le font, on va arriver à ça. Et là, on n'est plus du tout sur un Maine Coon, hein. On est sur je sais pas quoi, mais c'est sûrement pas un Maine Coon. On ne peut pas appeler ça un Maine Coon. Il n'y a plus aucune harmonie. L'animal n'est plus du tout fonctionnel et il n'est absolument pas rustique. Oui. Je vous ai mis la photo de celle de droite en plus grand. Je trouve que c'est choquant en fait quand on la voit
quand on la voit en grand. Oui, Sophie, et c'est là où c'est dramatique. C'est complètement porté par certains rings et on voit ces chats-là dans des rings et dans des expos. Les juges les sélectionnent. Alors, un petit peu moins, il commence à y avoir des juges qui reviennent un petit peu sur ça. Mais le souci, c'est que c'est catastrophique pour la race. On est en train de massacrer une race naturelle. Normalement, faut pas dire les noms, parce que je dis pas des choses gentilles. Donc, faut pas dire. Après, je connais pas les éleveurs, hein. Moi, j'ai pris les photos, hein. Je connais pas les éleveurs. Je me suis pas intéressée à leur travail. Non, mais c'est pas grave que tu dises les noms. Mais c'est moi, je les citerai pas en fait. Parce qu'après, il va y avoir des PDF et des replays. Sur le replay, on verra pas ce que tu écris de toute façon. Donc, bah, ceux qui sont là ce soir, ben, voient d'où vient le chat. Tant mieux pour eux. Moi, je n'ai même pas cherché en fait, hein, parce que ça m'intéresse pas du tout. Euh, c'est dangereux de continuer sur des lignées comme ça. C'est très très dangereux pour la race. Euh, moi, quand on part de ces deux-là, moi, ce qui est supportable pour moi, c'est ça, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, ces deux chats, pour moi, franchement, c'est des Maine Coon, il n'y a pas de souci. Le bleu smoke là de Robert Siska, c'est pas un problème aussi. Je travaillerai pas avec des chats comme ça, mais il est très beau et ça va. Mais je peux pas. Moi, les 2 derniers, je peux pas. On va arriver à ça en continuant de travailler comme on fait, en fait. C'est là où est le danger. C'est là où vous devez faire attention à vous, en tant qu'éleveur, à votre travail de sélection. Quand un adoptant vient chez vous, vous montre une photo de ce genre de chat, faut expliquer, en fait, derrière. Faut expliquer qu'il peut y avoir douleur, qu'il peut y avoir souffrance de l'animal, même si ben ça se voit pas. Euh, Et puis, d'après ce que 2 personnes ont dit, ils viennent de Russie. Moi, je savais pas, j'ai pas regardé. Oui, ça fait peur. Je vous ai fait alors c'est écrit en tout petit, je suis désolée. Sur le PDF, vous le verrez mieux. Là, je vous ai fait il y a quelqu'un qui a dit le nom de la chatterie, un petit peu plus haut, Valérie. Moi, je peux pas le dire, mais quelqu'un a dit le nom de la chatterie. Je vous ai fait en fait une étude par rapport au standard de celle qu'on vient de voir. Vous l'aurez là quand vous prendrez le PDF, hein. Ce qu'on peut voir, bah, c'est que le museau est très long, droit, avec un menton proéminent. Il y a un léger décroché entre le nez et la mâchoire inférieure. La lèvre inférieure semble pousser vers l'avant, ce qui donne un profil déséquilibré. Ok, c'est bien que vous parliez entre vous de ce chat. Le museau doit être long et carré vu de face. C'est pas certain. J'ai pas trouvé de photo de face en fait. Euh, En conclusion, en fait, elle est beaucoup trop typée. Elle dépasse la ligne naturelle du standard. On est sur un risque de malocclusion fonctionnelle quasiment certain, avec un déséquilibre visuel, hein. Au niveau des oreilles, on est encore dans le standard, mais avec une interprétation show extrême, avec de très très grandes oreilles qui arrivent quasiment à de la caricature. Au niveau des yeux, on est vraiment dans de l'hypertypé. La forme de l'œil est souvent associée à une perte de communication non verbale avec l'humain. Tu vas sur Google, hein. Tu peux la voir sur Google. Au niveau de l'ossature, on bascule vers un gabarit qui est rigide, qui est
antinomique avec l'origine rustique et fonctionnelle de l'animal, hein. En conclusion générale, ce chat est un parfait exemple de la bascule vers l'hypertype où on pousse tous les curseurs morphologiques à l'extrême. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ce que je disais au tout début, hein. L'hypertype, c'est ça, c'est pousser tous les curseurs à l'extrême et là, on y est quasiment dedans, hein. Je remonte la photo. Bon, moi, je trouve dramatique, hein. On voit quasiment sa souffrance. Le chéri, alors j'ai pas de photo très nette, hein. Le chéri de Cyril, hein. Cyril va avoir le même chat. Pareil, je vous ai fait par rapport au standard. Je vais vous lire que la conclusion. Vous pourrez la lire en entier dans le PDF, hein. On est pareil, hein, dans un regard figé avec une expressivité perdue. Le menton, le museau sont complètement disproportionnés. Les oreilles n'ont pas du tout un gabarit naturel. La tête est triangulaire au lieu d'être rustique et large. Il peut frapper visuellement, il peut avoir un effet waouh sur des gens qui connaissent pas la race, mais il trahit en fait l'équilibre fondamental du standard du Maine Coon, hein. C'est plus un chat rustique, c'est un chat de concours qui est construit au détriment du vivant. Oui, il y a du prognatisme. Oui, il y a du prognatisme, c'est sûr et certain. Il y a du prognatisme, il y a des anthropions, l'occlusion. Alors, en plus du prognatisme, je pense que la mâchoire est mal placée, donc il doit y avoir sûrement des soucis. Je vous ai mis quoi? Ouais, pardon, parce que moi je suis en train de regarder la photo. Je vous remets la photo du coup. On doit sûrement avoir des soucis au niveau de la mastication. Euh, oui, je me suis posé la question, savoir si ce n'était pas des photos retouchées, hein. Moi, je me suis posé la question. C'est tellement énorme, en fait. Mais la première, non, hein. La première, elle, c'est pas retouché. La photo est pas retouchée. Et je trouve. Moi, elle, quand je la vois, franchement, on voit sa souffrance, en fait. On voit que, ouais. Pour moi, c'est pas un chat qui est heureux de vivre, ça. Oui, oui, la tête est en V. Et là, tu vois, en fait, hein, ici, là, qu'il y a un souci. Oui, ce chat est enfin, malade. Oui, alors oui, il est peut-être malade, effectivement, mais il souffre surtout, hein. Et le souci, c'est qu'on va tendre vers des chats. Si on ne s'arrête pas, on tendra vers des chats comme ça, hein. Le look, en fait, c'est ça. Euh, le look ne dit pas tout. La vraie histoire, elle est dans les lignées, en fait. La vraie histoire, elle est dans des lignées. Et là, je vous ai mis... Alors, pour ceux qui connaissent Popeds, quand vous tapez les doublons, Popeds, pardon, vous marque les doublons de l'animal et là, vous les avez. Alors, quand on arrive à un certain nombre de générations, ça passe en gris parce qu'il y a trop de chats. Je fais mon travail de... Qui c'est qui m'a dit l'autre jour que j'étais chiante? Ben, c'est mon travail, en fait, d'être chiante. C'est Karma. C'est Karma qui a dit que j'étais chiante. C'est mon travail d'être chiante, d'être perturbatrice. Tout ce qui est en gris, ça veut dire que c'est des doublons. En fait, c'est qu'ils ont utilisé toutes les couleurs et on arrive sur des doublons. Et en fait, un des hypertypes, c'est le pédigré d'un des hypertypes, ça, hein. Donc, en fait, voilà ce que ça donne. Et c'est ce que je vous dis, qu'en fait, la consanguinité, elle joue là-dedans, que vous le vouliez ou non, que vous vouliez le voir ou non, la consanguinité rentre dans le phénotype rentre dans l'hypertypage de l'animal, hein. Plus on va sur des lignées hypertypées, plus vous allez avoir de consanguinité à des niveaux quand même assez élevés, hein. Alors peut-être pas en ICO, hein, vous aurez peut-être des chats à 15 ou 16, hein, mais c'est déjà beaucoup trop, je le rappelle. C'est déjà beaucoup trop. Non, j'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai parlé avec des éleveurs de chiens parce que alors moi j'ai une pension canine, donc je connais quand même des éleveurs de chiens. Enfin, j'ai des amis qui élèvent du chien aussi en fait. Et je sais que dans une race, pour pas la citer, qui m'est chère au cœur puisque j'en ai,
Ils sont en train de se poser la question d'entrer de nouveaux éléments non ratios pour faire baisser la consanguinité parce qu'il y a une dérive au niveau de certaines maladies dans cette race-là. Je trouve que le chien réagit bien en fait, hein. Contrairement au chat, je trouve que le chien réagit bien, il faut le dire. Alors peut-être pas sur toutes les races, hein, mais sur certaines races, en tout cas, il y a du beau travail effectué. C'est pareil, hein, moi j'ai beaucoup de bergers allemands qui viennent et vous avez une partie des bergers allemands qui sont catastrophiques avec une dysplasie. Là, j'ai une petite chienne qui vient de 7 mois, berger allemand. Elle a une dysplasie de fou à 7 mois. C'est catastrophique. Et j'en ai d'autres qui viennent qui ont le dos parfaitement droit parce que je pense qu'il y a une espèce de retour en arrière qui est en train de s'effectuer sur ce chien-là et c'est pas plus mal. Ce qu'on voit dans un look, ce n'est que la partie émergée. Derrière chaque museau, chaque oreille, derrière chaque architecture invisible, il y a un pédigré. Et c'est pour ça que je vous dis, j'arrête pas de vous répéter qu'il faut lire vos pédigrés. Parce que quand on sait lire le pédigré, on peut prédire l'évolution d'un type avant même que le chat ne naisse. Quand vous avez un pédigré aussi verrouillé que celui-ci, je suis désolée de vous le dire, mais vous savez que vous courez à la catastrophe quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je rappelle que sur des chats comme ça, au niveau des clones, vous êtes à entre 30 et 40%. Donc vous avez très peu de marge pour revenir en arrière, hein. Les outils pour vous aider à lire un pédigré, on passe sur la partie 2. Pardon, je vais essayer de vous expliquer comment on peut revenir en arrière. Je vais vous montrer deux exemples de mon travail et je pense que Valérie va être contente. Je ne sais pas si elle est encore là. Parce que je vais vous montrer un exemple. J'ai une petite chatte russe qui est arrivée il y a un mois à peu près, qui est tortille, Brown Tortie Ticket Tabby. Et je vais vous montrer comment je vais la travailler en fait. Et vous allez voir qu'on peut partir d'un chat verrouillé vers un chat qui est complètement oxygéné. En fait, je vais vous montrer qu'il y a des solutions, qu'on n'est pas obligé de continuer d'aller vers l'avant sans travailler la consanguinité. Donc, je ne vous l'ai pas mise en photo, hein. Pour l'instant, elle est pas, elle est arrivée, elle avait plus de poils, la pauvre. Là, elle commence à ravoir des poils, donc je vais pouvoir la prendre en photo bientôt. Le stress, en fait, elle a perdu ses poils avec le stress. Mais là, elle récupère de la fourrure. Donc, dès qu'elle sera à nouveau jolie et pleine de fourrure, je vous ferai des photos d'elle, il n'y a pas de souci. Elle s'appelle Yuna. Très jolie demoiselle. Bref, c'était une aparté. L'ICO, c'est un coefficient de consanguinité qui sert à mesurer le pourcentage de cellules homozygotes que votre chat va avoir. Ce n'est pas de la consanguinité pure, ça va vous donner le nombre de gènes homozygotes, pardon, pas de cellules, de gènes homozygotes que votre animal va avoir. L'AVK, ça mesure la variabilité au niveau de vos ancêtres, sous 85% sur 5 générations. C'est une boucle génétique. Il faut être entre 100 et 85% pour la VK. Pardon, je reviens sur l'ICO. L'ICO, on est en zone d'alerte rouge entre 12 et 15%. Ça veut dire à partir de 12%, on est sur des chats qu'on doit travailler avec parcimonie et qu'avec des éléments beaucoup plus bas qu'eux. On ne doit pas travailler normalement entre 12 et 15, on ne doit pas travailler avec des chats du même niveau. Les clones, ce sont des chats qui ont été reproduits à l'excès au début de la race. Quand vous êtes au-dessus de 25%, c'est que vous êtes dans un appauvrissement du patrimoine génétique de votre animal certain. Quand vous êtes au-dessus de 35%, vous êtes dans une saturation critique de votre pédigré. Le top 5, ce sont les 5 ancêtres les plus influents de la race. Au-dessus de 60%, c'est pareil, on est sur un pédigré verrouillé. Il n'y a plus de marge de manœuvre, on est sur un verrouillé et il faut absolument descendre en dessous de 60%. Et donc, c'est là où vous allez travailler. Moi, je vais vous observer. Je vous ai mis 3 cas de chat. Donc, un chat A, un chat B et un chat C. Et vous allez me dire, pour vous, ce que c'est. Alors, je vous ai quand même posé des questions, hein. Donc, on va partir avec le premier cas.
Donc, c'est un chat qui a une consanguinité de 17,3%, une AVK sur 5 générations de 93%, une AVK sur 10 générations de 50%. En clone, il est à 37,5%. En top 5, il est à 72%. Pour vous, ce chat, c'est quel type de chat? Quel profil de pédigré? Quel effet il va avoir si vous le travaillez? Et quelle conduite y a-t-il à tenir avec lui? Allez hop, je vous écoute. Non, c'est bon. C'est bon, Cyril, tu peux y aller les yeux fermés. Après, tu as une histoire avec la consanguinité, mais ça, on en parlera plutôt à la fin du live parce que sinon, ça va tout vous embrouiller si je commence à vous parler de ça maintenant. Mais allez-y, je vous écoute, amusez-vous avec ce pédigré. Après, il y en aura 2 autres qui arrivent derrière. Mais je vous donne les réponses après, hein, je suis pas mauvaise. Celui qui gagne tout juste, je lui envoie des gâteaux de la petite... Ah, il y a une petite usine, enfin, c'est un biscuitier à côté de chez moi qui fait vraiment de très belles choses. Vous me donnerez votre adresse et je vous envoie ça, si vous gagnez. Bon, Cyril a perdu. Tribu des poilus a perdu. Voilà. Ça, c'est pour le replay, hein. Cyril a dit que c'était un chat modéré qu'il ne fallait pas travailler. Tribu des poilus a dit type modéré. Fondation, perdu. Rustique, perdu. Il n'y en a que 2 qui jouent. Oui, oui, il est fermé. Oui, c'est un hypertype, Valérie, bravo. Donc c'est Valérie qui aura les gâteaux. C'est un hypertype. Par contre, là où Cyril avait raison, oui, il ne faut pas le travailler. Ou si on le travaille avec des lignées très ouvertes. D'accord. Bah, ça va être pareil hein, pour ceux qui suivent, hein. Oui, Nathalie. Mais bon, c'est Valérie qui a répondu plus vite, donc c'est elle qui gagne. On passe au cas numéro 2. C'est tous des Maine Coon. Les trois sont des Maine Coon, en fait, hein. Le chat numéro 2. Il a une ICO de 12,1%. Il a une AVK sur 5 générations. Ça va vous donner un indice, hein. Il a une AVK sur 5 générations de 81%. On ne peut pas calculer sur 10 générations. Il a des clones de 18% et un top 5 qui est à 42%. Pareil. Quel type, quel profil de pédigré, quel effet, quelle conduite à tenir? Alors oui, Maine Coon, c'est un modéré, bravo. Non, Tribu des poilus, ce n'est pas un fondation. Si, pardon, c'est un fondation. Oui, c'est un modéré de fondation. Là, il va falloir tout partager. La conduite à tenir. Je me suis trompée. C'est parce que je vois Tribu des poilus, Tribu des poils, fondation. Oui, mais vous avez répondu l'une au-dessus de l'autre, c'est pour ça. Alors attention, alors oui, c'est un fondation, mais en fait, oui, il faut le prendre pour des hypertypes. Oui et non, en fait, on va le voir tout à l'heure, hein. On va en reparler tout à l'heure sur l'ouverture de lignée. Oui, il est bon à marier, ça c'est sûr. On a tous droit à des gâteaux. Ouais, pourquoi pas, ça me dérange pas. C'est une nouvelle ligne haute cross en fait. C'est un fondation qui est en train de basculer entre. C'est un fondation qui crée une nouvelle ligne haute cross.
Ouais, mais je vous ai aiguillé quand je vous ai dit, qu'il y avait que 5 générations, sur la l'AVK, c'était facile. Ceux qui suivent les lives, ils savent que en fondation, tu peux pas calculer au-dessus de 5 en général. Donc j'étais gentille, hein. Par contre, vous avez bien vu que son ICO, elle est quand même assez élevée, hein. Donc ce que je vous disais, hein, une ICO n'est pas toujours basse chez un haut de crosse ou un fondation, hein, bien faire attention à ça. Le dernier chat, alors là, trop facile, hein. ICO 1%, AVK sur 5 générations 99%, on peut pas calculer sur 10. Clone, il est à 15%, Topsac, il est à 37. Quel type, quel profil de pédigré, quel effet, quelle conduite à tenir? Plus de son? Ah, si, vous m'entendez? Oui, c'est un fondation. Non, c'est pas un haute cross, c'est un fondation. Et c'est Valérie qui gagne, hein, haut la main, hein, sur les trois, hein. Moi, je dis pouvoir aux anciennes, Valérie. Hop, eh ben voilà. Ouais, ils ont pas assez bien travaillé. C'est les 3 chats, en fait. C'est les 3 chats que vous venez d'étudier. Donc on a le cas numéro 1 qui est un hypertype traditionnel avec une forte saturation au niveau de son pédigré qui est fortement à éviter. Il faudrait pas reproduire avec. C'est un pédigré qui brille à première vue, mais qui recycle toujours les mêmes ancêtres encore et encore. Et c'est un hypertype. Et en fait, on voit que l'hypertype devient inévitable en travaillant avec lui. Le numéro 2, c'est Woody, c'est un modéré qui est hot cross, c'est une nouvelle lignée hot cross. C'est un chat, qui sert à oxygéner les lignées et qui est fortement intégré dans des pédigrés. C'est en fait, en voyant son pédigré, vous avez vu à quoi ressemble un socle qui est respirable pour un chat, pour un Maine Coon. Il a une diversité qui est très haute, avec une saturation qui est très faible et qui donne une grande marge de manœuvre pour travailler avec lui, en fait, hein. C'était vraiment un chat, c'était vraiment un joker, ce chat-là, hein. Même s'il était à 12% d'ICO, et je vais vous montrer un mariage avec son frère, en fait. euh, Vous êtes sur des mariages où même le fait qu'il ait 12% n'exprime plus rien. Et c'est là où je vous disais qu'il faut faire très attention avec l'ICO. C'est plus le top 5 qu'il faut travailler que l'ICO. Et en fait, le dernier qui a 1%, alors lui, excusez-le, là, vous voyez que sa face, elle est un petit peu bizarre sur le côté droit. C'est parce qu'il a été opéré, en fait, hein. Il avait été opéré. De toute façon, on va en reparler de son cas tout à l'heure. Il a un profil, il a un type modéré. C'est un nouveau fondation. C'était un F3, ce qui est quand même assez rare en France. C'est du brut. C'est une graine précieuse, mais qui est extrêmement fragile, qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler, beaucoup étudier, qui mal utilisé va se perdre et ne servira à rien. Il peut transformer la vie entière d'une lignée, que vous allez créer, hein, ce chat-là. Avec 1% de consanguinité, il transforme tout, hein. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'en fait, c'est à vous de faire vos mariages et que chaque mariage, c'est un choix, que chaque choix va définir le type d'animal que vous allez travailler, mais aussi la santé et ça sur des générations, en fait. En fait, on a 3 stratégies à l'heure actuelle, éleveurs de Maine Coon. On peut soit rechercher l'esthétique et le spectaculaire et continuer d'avancer vers l'hypertype. On peut soit préserver l'équilibre. Alors, ça ne veut pas dire de faire des modérés. L'équilibre, ça veut dire avoir un chat qui est dans le standard, le respecter sans trahir le standard, juste préserver l'équilibre de l'animal. On a cette voie-là qui est la voie royale, on va dire, et la voie que tout le monde devrait suivre. Et ensuite, on a ce que moi je fais, retourner à la source, reconstruire des lignées à partir de type ancien ou modéré. Mais ça, c'est un autre choix de travail. Il faut trouver un K2, par exemple.
Oui, bah on va voir ça. En fait, on va voir ça. Ce qu'il faut faire quand vous faites vos mariages, il faut observer, lire de façon combinée, ne jamais se fier à un phénotype, mais ne jamais se fier à un génotype non plus. En fait, il faut équilibrer. C'est très... Non, t'avais pas spécialement. Alors, je réponds à Letty qui dit au niveau des plumées, ne sont-ils pas inclus pour un cas modéré? Alors, les tips aux oreilles ne sont pas obligatoires. C'est les tips sous les pattes qui sont obligatoires. Et effectivement, dans beaucoup de nouveaux fondations c'est pas tellement les modérés en fait, hein. C'est dans les nouveaux fondations et les hautes crosses que tu peux ne pas avoir de tips. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Tu peux avoir des types modérés. Je reviens en arrière pour te montrer. Je pense que tu n'étais pas là au début en fait. Tu as un type modéré, bon il est un petit peu vieux, hein, mais c'est un chat de 1990. Il a des tips. Je sais pas s'il s'est mis. Oui, voilà, vous l'avez là. Oui, vous l'avez. Il a des tips en fait. Ah, ils sont légers, hein, mais il en a. Que Woody, celui que je viens de vous montrer, n'en a pas du tout. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Par contre, sous les pattes, c'est obligatoire. Hop, je reviens en arrière. Et quand vous travaillez une lignée, il ne faut pas travailler ce que je vous disais là, tout de suite. C'est là où je voulais en venir. Ça peut sembler étonnant. Il ne faut pas travailler l'ICO. L'ICO, ça sert. Alors oui, vous pouvez la travailler, mais en fait, vous descendrez plus vite si vous travaillez les clones et les top 5 que l'ICO. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'éleveurs n'ont pas trop en tête, j'ai remarqué, au niveau même en discutant avec vous, hein. C'est vraiment sur les top 5, il faut introduire alors soit des fondations neuves, soit travailler avec de très vieilles lignées. Alors étonnamment, vous pouvez trouver, et Valérie sera d'accord avec moi, je pense, vous pouvez trouver de très très vieilles lignées en Allemagne, parce que c'est eux qui ont accueilli le Maine Coon en Europe. Donc il y a encore de très vieilles lignées en Allemagne qui n'ont pas été trop travaillées, donc qui sont intéressantes à surveiller. Vous en avez en République tchèque, vous en avez en Pologne. Donc en fait, il faut juste chercher. Et ça, c'est votre travail d'éleveur. Il ne faut pas en fait se jeter sur le premier chaton venu. Des fois, il faut travailler très longtemps avant de chercher très longtemps avant de trouver son nouveau mâle reproducteur. Et ça, c'est pas gênant. Il faut anticiper en fait. Il faut éviter, pardon, les fondations cosmétiques, ce que Valérie en parlait tout à l'heure. Il ne faut pas prendre une fondation pour faire baisser ses taux et ne plus travailler la génération d'après avec. Ça sert à rien. En fait, si vous vous mariez sur une année avec un fondation et que ensuite vous reprenez votre travail normal, en fait, vous aurez fait un one-shot, moi ce que j'appelle les one-shots, et 10 ou 15, pas 10 ou 15 ans plus tard, hein, un an ou un an et demi après, vous allez retomber sur une génération saturée. En fait, il faut intégrer sur 3-4 générations des fondations et des hautes crosses. Pardon, il y a un avion de chasse en pleine nuit. Vive la Bretagne! Il faut travailler sur 3 ou 4 générations pour éviter un reset que vous allez avoir si vous faites qu'un seul mariage avec une fondation ou un haute cross, hein. Ça se travaille sur plusieurs années. Donc, je vais vous montrer un premier mariage qui a été fait, hein. Le mariage a été fait. Pardon, c'est mon téléphone. Il y en aura qui auront peut-être reconnu la musique. Donc c'est le mariage de Hip Hip, c'est le frère de Woody, c'est le chat que vous avez vu, c'est le cas numéro 2. Donc c'est son frère en fait, j'avais acheté les 2 frères. Donc c'est un première lignée haute cross, c'est une première génération d'haute cross, pardon, je perds mes mots. Donc il a une ICO à 12,1, vous voyez qu'elle est élevée et qu'elle rentre dans le pédigré, enfin qu'elle rentre dans la saturation. Donc normalement c'est des chats avec qui on ne travaille plus ou qu'on travaille avec parcimonie. En top 5, il est à 42. En clone, il est à 18%. Donc en fait, on voit que sur ces top 5 et ces clones,
la lignée est très oxygénée, même si sa consanguinité est élevée. Elle est élevée pourquoi? C'est parce qu'il a été travaillé en inbreeding pour, pour fixer sa robe en fait, hein. Alors c'est un bloodshed, mais il a un bloodshed exceptionnel, très bien dessiné, très. L'éleveuse en fait travaillait sur les robes, elle travaillait sur ça. Il a été marié donc avec Starkey, qui est une petite, c'est une F5, c'est une fondation de 5e génération, qui elle a une ICO à 4%, un top 5 à 35,7% et des clones à 16,6%. Donc vous voyez, elle est à 4, lui il est à 12, et leur bébé Arwen qui va naître, elle s'appellera Arwen et elle va rester à la chatterie, celle-ci, je préfère vous le dire, elle aura une ICO à 3,98. Je ne sais pas si vous voyez maintenant là mieux ce que j'essaie de vous expliquer. Là, je n'ai pas, absolument pas travaillé l'ICO. Je n'ai pas choisi de mettre Hipip avec Starkey parce que Hipip est à 12 et Starkey est à 4. J'ai choisi de mettre Hipip et Starkey parce que Hipip est à 42% et a un patrimoine génétique. Enfin, il a un top 5 extrêmement... il a une base très diversifiée en fait, hein. Et Starkey étant, elle, de nouvelle fondation, on ne connaît pas tellement ses ancêtres, elle en a très peu. Donc en fait, automatiquement, la consanguinité allait baisser. Pas parce qu'elle est à 4 et lui, il est à 12, mais parce qu'en fait, leurs top 5 font que ça ne pouvait faire... En fait, si vous tapez sur les top 5, ça fait baisser la consanguinité quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, la base, le socle du chat, en fait, le socle, c'est quoi? C'est les générations entre la 6e et la 10e génération. Le socle est complètement diversifié. Et si ce socle-là est diversifié, automatiquement, l'ICO va baisser. Ce qui se passe à vous dans vos pédigrés traditionnels, entre guillemets, c'est que vous avez des socles entre 6 et 10% qui sont saturés. C'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, où vous avez quasiment toujours les mêmes chats qui reviennent. Donc, vous avez des socles verrouillés. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est chercher des top 5 avec des socles différents du vôtre. Donc, il faut étudier vos pédigrés, j'ai l'honneur de vous l'annoncer, jusqu'à la 10e génération. Ça va? Vous me suivez? Vous parlez plus du tout. Vous m'inquiétez. Pour toi, Maine Coon lambda devrait être comment? On est des tomates. Pourquoi des tomates concentrées? Ok. Je t'ai perdu depuis un moment. Parce que je suis allée vite. Parce que, enfin, ouais, moi, enfin, oui. Il faut travailler les top 5. Quelles que soient les lignées que tu as, il faut travailler les top 5. Parce que si tes top 5 sont différents, alors c'est pas le pourcentage de top 5 en fait, hein. Le pourcentage de top 5 donne que tu vas avoir un socle verrouillé. Les socles verrouillés, je répète plus lentement, c'est le fait d'avoir entre la 6e et la 10e génération des chats, des noms de chatteries ou des noms de lignées que tu vas retrouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui fait monter ton top 5 en fait. Parce que ton top 5, c'est les 5 chats, mais sous les 5 chats, il y a leurs enfants. Et les enfants, tu connais pas toujours tous les noms. Mais tous les noms, tu les retrouves en fait entre la 6e et la 10e génération. Alors maintenant qu'on arrive en 2025, je dirais peut-être plus entre 7 et 10, alors du coup, voire 8 et 10. Mais en fait, quand tu veux acheter un chaton ou que tu veux acheter ton futur mâle reproducteur, ce que tu dois faire, c'est regarder que ce socle soit différent. C'est pour ça que c'est pas... Après, il faut regarder les petits... je sais pas comment dire, les petits reportages que nous fait Valérie qui sont intéressants. Mais par exemple, travailler avec des lignées russes, oui. Pourquoi? Parce que normalement, tu es censé parfois retrouver des socles différents ou pas. Ah non, c'est là où c'est très marrant en fait. C'est que non, 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 il n'y a pas de chatterie qui travaille ça. Alors, si tu veux être sûr d'avoir des socles différents, tu pars effectivement sur des fondations ou des hautes crosses. Tu es sûr d'avoir des socles différents. Mais, Maine Coon, t'es l'un des rares où ça marche pas. Moi, ça marche toujours.
Mais le problème des fondations et des hautes crosses, c'est que quand tu te lances là-dedans, il faut travailler sur plusieurs générations. Il faut être prêt de se consacrer à ça. Euh, Toi, tu cherches un K2, mais je sais, tu me l'as déjà dit. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Parce que toi, tu veux quand même des chats avec de la boîte. Moi, ça, j'ai pas encore. J'arrive pas à fixer la boîte, pas toujours. J'en ai qui sortent de temps en temps, mais c'est surprise. Mais je peux jamais le prévoir à l'avance, en fait. Euh, C'est bon? Tribu des poils? Des poilus. Des poils. Pff, ça y est, je me suis pas trompée. Tu comprends mieux? Oui, normalement, oui. Mais en fait, Valérie, oui, si tu as de la boîte, tu peux travailler. Oui, mais c'est ce que j'essaye de faire avec ma petite russe. C'est ce qu'on va essayer de faire avec la petite russe, en fait. D'ailleurs, on va y arriver. Bon, je vous ai fait l'explicatif, mais ça, vous le lirez dans le PDF, hein. Euh, Puis je me suis envoyé des fleurs. Pourquoi c'est un mariage intelligent? Je vous explique pourquoi j'ai fait un mariage intelligent. Je vous ai pas mis les photos, mais Starkey est minuscule en fait. C'est un tout petit chat. Elle fait quoi? 3,5 kg. Elle est pas en Russie, hein, elle vient de France. C'est pas moi qui l'ai acheté en fait. C'est un travail à plusieurs éleveurs. On travaille à plusieurs. Mais je pense que tu connais. Je pense qu'elle vient de chez Olga. Euh, Son éleveuse, enfin l'éleveuse qui l'a acheté bébé n'arrivait pas à la travailler. Moi, j'étais très intéressée par son marquage. Le ticket m'intéresse vraiment énormément. Et je pense, hein, je suis pas sûre du tout. Je te dirai, on en reparlera en DM si tu veux. Je te donnerai son pédigré. Je suis pas très calée en lignée russe. Tu es sûrement beaucoup plus calée que moi. Je sais qu'elle est russe en tout cas. Mais on en parlera. Euh, le but étant de créer des lignes tickets hot cross d'ici, on va y venir, hein. Voilà le cas. En fait, on a. J'espère que pour tribu de poil, j'ai pas avancé trop vite. Bah, ça va donner des chats d'aide, effectivement, Menkun. Tu n'es pas. Voilà. On peut arriver à des chats d'aide assez rapidement. L'objectif et point de départ, c'est donner de l'air à une lignée qui est saturée. C'est ce qui vous arrive tous à vous, en fait. Donc c'est Ouna qui est une brown ticket tabi de lignée russe par ses deux parents. Elle a une ICO à 16%, un top 5 à 72, des clones à 37%, une AVK à 93. Et sur 10 générations, j'ai oublié de calculer, mais c'est pas. Elle a une saturation très forte, un pédigré complètement verrouillé avec des ancêtres dominants extrêmement répétés. Le seul atout qui m'intéresse chez elle, en fait, c'est qu'elle a un type qui est très fixé et qu'elle a un ticket qui est absolument à conserver. Le cap stratégique, on se donne 3 à 4 ans avec son éleveuse pour travailler. Donc du coup, elle est chez moi, hein, elle est arrivée chez moi, elle a intégré mon élevage. Le cap stratégique, on se donne 3 à 4 ans. Ce que je vous dis, des fois, il faut savoir prendre son temps, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est conserver le ticket absolument. Aérer son pédigré en enlevant toutes les répétitions d'ancêtres dominants, c'est ce que j'essayais d'expliquer à Tribu de Poil, c'est-à-dire on va essayer d'enlever tout le top 5, c'est-à-dire on va diversifier tout le socle. C'est pas spécialement un chat d'aide, moi c'est des beaux tickets que je veux en fait, hein. Son éleveuse aimerait bien avoir des chats d'aide, moi je veux juste avoir un ticket avec de faibles taux en fait. Euh, En baissant les ancêtres dominants, automatiquement, on va faire chuter l'ICO et on va faire remonter ou au moins maintenir la VK. Donc, ce qui va vous donner en schéma, Ouna va être mariée avec Calcifer.
Calcifère est un chat traditionnel à faible taux. On va travailler lentement. Alors pourquoi aller travailler avec Calcifère au départ? Parce que Calcifère, déjà d'une, on va baisser lentement. On va la travailler en douceur et pas violemment en fait. Les browns, hein. Enfin les browns tortilles, mais enfin les tortilles, pardon. Mais moi, c'est Ouna est dans la couleur que j'aime énormément en fait. C'est le chat que j'aime. C'est un brown, c'est un ticked. Elle est parfaite. Bon, la tête, elle est encore un petit peu. Elle est jeune. Là, vous avez à nouveau. Je me remets avec vous parce que je suis pas du tout avec vous. Vous avez à nouveau le pédigré de Ouna, qui est une chatte traditionnelle, qui va être mariée avec Calcifère, qui est un chat de lignée traditionnelle, mais à faible taux, puisqu'il a une ICO à 6% et un top 5 à 45. Il est en dessous des 50. Par rapport à elle qui est à 72, vous voyez que déjà, alors lui, il n'est pas loin des 50, mais vous voyez que déjà son socle est déjà aéré. Pourquoi on met Calcifère avec Ouna? Parce que Calcifère est typé, vu que c'est un lignée traditionnel, et il est Black Smoke. Oui, ça marche. Tu me le rappelles, envoie-moi un message parce que j'ai une mémoire. Moi, c'est Dory hein, dans Nemo. C'est Nemo? Je sais plus comment ça s'appelle. Ouna et Ticked. Donc, on va essayer de ramener du silver sur le Ticked, en fait, en faisant ce mariage-là. Et cerise sur le gâteau, on est sur un traditionnel à faible taux. Donc, on va avoir une petite femelle qui s'appellera Sokatano, qui va avoir une ICO de 9%. Donc, on voit qu'on baisse quand même pas mal par rapport à la maman. Un top 5 où elle est en dessous de 60%, donc elle est toujours un petit peu trop élevée. Des clones, elle commence à descendre en dessous des 30%, donc c'est plutôt pas mal. Là, je vous ai mis les couleurs pour vous dire si c'est bon ou pas. En rouge, c'est mauvais. J'avais oublié de vous dire tout à l'heure. En jaune, c'est il faut faire attention. En vert, c'est on y va, tous les curseurs sont on y va, on peut foncer. Le chat, c'est une perle. Au niveau génétique, je parle. Attention. Phénotype, c'est autre chose. Parce que souvent, les verts, c'est pas des perles au niveau phénotype. C'est pour ça qu'il faut souvent marier des rouges avec des verts ou des jaunes avec des verts. Sinon, quand vous mariez vert-vert, ça peut donner des trucs pas très cool. Donc Ahsoka a un pédigré qui commence à s'aérer, mais elle reste une traditionnelle à faible taux comme son papa. On va la marier avec Loki, qui est un fondation noir et blanc de 6e génération, qui a une ICO à 5,84 et un top 5 à 38%. Donc du coup, ça va nous donner une petite femelle qu'on gardera à nouveau. Donc là, vous voyez, on est sur la 2e génération. On est sur la 2e génération. On sera sur une nouvelle lignée haute cross avec une femelle qui est quand même encore à 7% de consanguinité, qui est un petit peu élevée. Mais en top 5, elle est à 48% et en clone, elle est à 24%. Donc on voit qu'on se rapproche. Alors, elle est en top 5, elle est en dessous de 50, donc c'est plutôt pas mal. Cette femelle sera mariée avec un mâle de nouveau fondation qui va arriver bientôt, c'est-à-dire l'an prochain dans la chatterie. C'est un Maine Coon qui est en dessous de 4%. En fait, il va être même en dessous de 2% de consanguinité. Son top 5 est en dessous de 30%. Ses clones sont en dessous de 15%. Et son AVK est à 100%. C'est une petite merveille. Qui va être marié avec cette petite femelle. Et là, sur la 3e génération, on arrive sur des hot cross aérés. La femelle qui sera gardée de ce mariage-là. Alors, en fait, on va garder que des tickets à chaque fois. On aura une femelle de 5% avec un top 5 à 40%, des clones à 17%, c'est-à-dire qu'on est totalement dans une ligne haute cross qui sera ticked. Donc c'est une nouvelle ligne haute cross avec un nouveau marquage. Et la stratégie est là. Il faut savoir que cette stratégie fonctionne que si on a une femelle ticked à chaque fois, bien évidemment. Donc si on a une femelle ticked à chaque fois, eh bien, on arrive à cette haute cross en 3-4 générations.
Si il faut refaire certains mariages comme Calciuna 2-3 fois, bah, au lieu de mettre 4-5 ans, on sera sur 5-6 ans. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que tous les éleveurs savent qu'on n'a pas toujours ce qu'il faut. Là, c'est pareil, hein, je vous ai marqué tout le processus, en fait, pour faire descendre la petite chatonne. Enfin, pour faire descendre oui, Ouna. Pour repartir oui, c'est ça, un pari, c'est un pari. Pour faire descendre la petite Ouna, arriver à faire des chats de basse consanguinité, Ticked. Ben, un Maine Coon, pour résumer tout ça, il est beau quand il est sain, il est beau quand il est solide, il est beau quand il est rustique et fier. Préserver la race, c'est revenir à l'équilibre en fait, et surtout à un respect du standard. C'est possible de travailler comme ça, même quand vous travaillez sur des nouveaux types, hein. Ça, c'est pas un problème. Un nouveau type, travailler avec une consanguinité faible, c'est possible et ça commence quand vous le choisissez de le faire, en fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ma bibliographie, évidemment, pour ce live. Et la phrase de fin: préserver le Maine Coon, ce n'est pas résister au progrès, c'est refuser de trahir le Maine Coon.